Morning Business, le débat. Comment faire en sorte effectivement que le prix de l'électricité en Europe ne dépende plus du prix du gaz et donc de Vladimir Poutine? Enfin, l'Europe a admis que les règles du marché de l'électricité en Europe n'étaient peut-être pas optimales à la lumière de cette crise. Nicolas Dose, qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour avoir un marché qui fonctionne sans dépendre d'un dictateur ? Il y a plein de pistes aujourd'hui évoquées par les différents pays. Ils se retrouvent le 9 septembre à Prague. Ils vont en discuter à 27. Avant de se demander à quoi va ressembler le marché de demain, il faut regarder qu'est-ce qu'on a fait. Et là, en fait, Bruxelles ose une autocritique. C'est assez rare. Donc c'est un événement. L'idée de départ, c'était qu'on allait avoir un marché intégré, que l'unité la plus coûteuse allait déterminer le prix des échanges, qu'il fallait désintégrer les vieux monopoles nationaux, qu'on allait avoir des petites entités qui allaient permettre d'obtenir le meilleur prix. Je ne sais pas si Jean-Marc me contredira, mais objectivement, ça n'a pas fonctionné. Quand vous regardez aujourd'hui la situation, la France n'a pas pu donc profiter de son avantage unique. Les prix sont très élevés. Enfin, un marché où on passe de 85 € le mégawattheure à 1100 € le mégawattheure en l'espace de 12 mois, c'est pas un marché qui donne les signes d'un fonctionnement optimal. Et puis, on se rend compte qu'à l'arrivée, l'intervention des États coûte une fortune aux finances publiques. Normalement, quand vous libéralisez un marché, c'est censé profiter aux consommateurs. Dans le cadre du marché unique européen de l'énergie, c'est pas le cas. Normalement, quand vous libéralisez un marché, c'est censé pousser la concurrence. Dans le cadre du marché européen unique de l'énergie, c'est pas le cas, puisque le fait d'être sur le coût marginal fait que finalement, on est dépendant du gaz russe et celui qu'on enrichit, c'est Gazprom. Et le fonctionnement actuel du marché européen de l'énergie a complètement marginalisé les atouts du nucléaire. Donc il faut imaginer autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? On a complètement oublié les interconnexions entre les pays. On a complètement oublié de sécuriser les approvisionnements. Ben voilà des sujets qui redeviennent des sujets de préoccupation et des sujets de bon sens. Un peu à l'image des vaccins. Les Européens commencent à se dire il faudrait qu'on ait une puissance unique d'achat d'énergie, un peu comme on l'a fait pour les vaccins. Et à mon avis, ce qui va se passer, c'est que ce sont les mix énergétiques nationaux qui vont s'imposer. Donc ici, ce sera dominé par le gaz, ici, ce sera dominé par le nucléaire. Mais après, il va falloir trouver des arbitrages. Alors effectivement, vous avez des États, notamment la France, qui voudraient que, on ait un prix plafond pour le prix du gaz en Europe. Vous en avez d'autres, comme l'Autriche, qui voudraient qu'on découple le prix du gaz du prix de l'électricité. C'est hyper technique d'imaginer un marché unique européen après celui-ci, mais en tout cas, celui-ci n'a pas prouvé ses grandes vertus. C'est hyper technique, mais c'est surtout politique. C'est-à-dire qu'on ne comprend même pas comment on peut s'organiser sur le plan européen si chaque mix énergétique de pays est mis en avant. Jean-Marie Daniel, on casse tout, on reprend tout, tout est acheté dans le marché tel qu'il est aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Il y a un vrai problème qui est un problème qui n'est pas un problème de marché, qui est un problème d'approvisionnement. C'est-à-dire que là où on découvre qu'il y a une faille dans le système, c'est parce qu'il y a une pénurie qui est provoquée par le fournisseur. Alors effectivement, ce qu'on peut reprocher au système, c'est d'avoir conçu un mécanisme autour de la concurrence dans une situation où les hypothèses de la concurrence ne sont pas totalement réalisées, puisqu'une des hypothèses de la concurrence, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la fluidité du marché, c'est-à-dire que quand il y a un offreur qui fait défaut, un autre offreur apparaît et se substitue immédiatement à l'offreur qui fait défaut. Mais la réalité est parfois différente des livres d'économie. En l'occurrence. Sauf que les livres d'économie connaissent la réponse. C'est-à-dire que les livres d'économie connaissent une règle de fixation de prix qu'on appelle la règle Ramsay-Boiteux, qu'on trouve donc dans les livres d'économie, qui consiste à considérer que pour fixer le prix normal, il y a le coût marginal, donc effectivement le coût de la dernière unité produite, avec un facteur de correction qui est les élasticités relatives de l'offre et de la demande. C'est-à-dire la capacité de la demande à réagir à l'évolution du prix et la capacité de l'offre à réagir à l'évolution du prix. Ce à quoi nous sommes... C'est quoi ce mécanisme qui permet de corriger justement ? Mais justement, c'est le mécanisme dans lequel on limite l'augmentation du prix dans un sens, et dans un autre sens, on tient compte de la rapidité à laquelle un offre supplémentaire peut apparaître sur le marché. Et donc on plafonne temporairement, par exemple. Absolument. On fait des paliers. On fait des paliers. Et donc il y a une situation qui va générer effectivement des pertes à un moment donné. Oui. Ce prix-là va générer des pertes. Ça, c'est la collectivité qui le prend en charge ou pas ? Et donc l'enjeu, c'est qui prend la perte. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait assumer le prix réel par le consommateur, donc il n'y a pas de perte. Est-ce qu'on corrige par la règle Ramsay-Boiteux ? Est-ce qu'on fait assumer la perte par l'entreprise, le producteur ou le fournisseur, ou est-ce qu'on fait assurer la perte par la collectivité ? À la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Et donc je crois que l'enjeu, c'est pas de revenir sur les règles de marché, c'est de se poser la question de savoir qui, à un moment donné, va assurer les conséquences physiques de la pénurie organisée par la Russie. On regarde les autres marchés, aux États-Unis, c'est clair. Il y a des États comme le Texas où
on laisse fonctionner le marché et les prix, à chaque fois qu'il y a un mécanisme, non pas de rupture sur l'offre, mais de rupture d'excès de la demande, c'est-à-dire quand il fait froid, on laisse fonctionner. Bon, donc au Texas, il fait froid en hiver une fois tous les 10 ans et à ce moment-là, effectivement, le prix explose. Et puis en Californie, on coupe l'électricité. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. On dit aux automobilistes qui ont des voitures électriques, vous ne rechargez pas aujourd'hui, Voilà, on n'y arrivera pas. Voilà, on coupe l'électricité à un certain nombre de gens. Ouais. Donc je crois que le véritable enjeu, c'est de dire, est-ce qu'on va couper l'électricité? Est-ce qu'on va faire la vérité des prix? Ou est-ce qu'effectivement on va faire porter une perte éventuelle à quelqu'un et à qui? Mais revenir sur l'idée qu'il faut revoir tout le marché, que l'indexation sur le prix du gaz, c'est pas voulu, c'est inévitable. C'est sur le coût marginal. C'est le coût de la matière première. Ouais. Alors soit remplacer le gaz par du charbon, mais si on remplace le gaz par du charbon, effectivement, on va se heurter à d'autres problèmes qui est effectivement le problème écologique. Donc, pour résumer, je pense que le véritable enjeu, c'est véritablement qui va payer. Et bien voilà, réponse peut-être le 9 septembre, effectivement, à Prague, avec le Conseil des ministres européens de l'énergie. Merci beaucoup, Nicolas Dauge, Jean-Marc Daniel.